Sud se prépare à accueillir les meilleurs mondiaux pour la finale du Grand Prix international de patinage artistique organisé pour la première fois à Grenoble. L'Isère compte plus de 800 châteaux forts plus ou moins bien conservés. La nouvelle exposition du musée de l'Ancien Évêché nous emmène à l'assaut de ce patrimoine méconnu. Et puis la saison d'hiver est lancée dans les stations de Loisan. Aux Deux-Alpes, on est parti pour plus de 6 mois de glisse non-stop. Fabrice Boutet, le directeur général de SATA Group, est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le JT de Télé Grenoble du mardi 3 décembre 2024, que j'ai le plaisir de présenter ce soir à la place de Marie-Caroline Abrial, que vous retrouverez fidèle au poste dès demain. 7 morts et 37 blessés. C'est le bilan des règlements de compte survenus dans l'agglomération grenobloise depuis le début de l'année pour le contrôle du lucratif trafic de drogue. Un bilan qui s'est encore alourdi lundi soir, vers 23h30. Une fusillade a éclaté dans le quartier de l'Alma, réputé pour être un des principaux points de deal de Grenoble. Au moins une quinzaine de coups de feu ont été tirés à la Kalachnikov. 2 hommes âgés de 18 et 19 ans ont été retrouvés blessés devant le 32 rue Trécloître et dans le bar du Minimistan. Les 2 auteurs de la fusillade ont pris la fuite en trottinette. Attention, danger. Yacine Lacnèche, le président de l'université Grenoble-Alpes, pousse un cri d'alerte pour dénoncer le désengagement de l'État dans le cadre du projet de loi de finances 2025. L'UGA s'apprête à voter un budget déficitaire d'environ 6 millions d'euros. Couper le chauffage des salles de cours, fermer le centre de santé ou supprimer l'intégralité des aides sociales aux étudiants. Voilà les pistes lancées en guise d'avertissement par l'université dans un communiqué de presse envoyé aux médias ce mardi. L'Assemblée nationale a adopté le budget 2025 lundi grâce au 49.3, mais ce budget pourrait être abandonné si le gouvernement est censuré mercredi ou jeudi. Les meilleurs patineurs du monde seront à Grenoble dès jeudi pour disputer la finale du Grand Prix, la dernière compétition de la saison internationale qui regroupe les 6 meilleurs dans chaque catégorie. C'est seulement la 4e fois que la France accueille cet événement et évidemment la première en Isère. À Pôle Sud, la patinoire est en pleine transformation comme l'a constaté Gaëtan Loiseau. Plus que quelques jours de préparation à la patinoire Pôle Sud de Grenoble avant le début de la finale des Grands Prix de patinage artistique. Un des plus gros événements de la discipline qui demande donc une organisation conséquente. Les Brûleurs de Loup ont fait un match vendredi soir. On a commencé à travailler sur la configuration dès la nuit. Et il y a des petites surprises tous les jours, donc en fait on est en mode adaptation. Près d'une semaine de montage avec une 50aine de techniciens sont nécessaires pour proposer la meilleure scène possible aux spectateurs. Tout ce qui est fait pour rendre un joli rendu technique et artistique sur la glace avec des LED comme vous voyez derrière, des panneaux pour faire de la communication et puis pour mettre les sportifs dans une belle dimension. C'est du très très haut niveau et l'objectif c'est de les sublimer par les images. Cette année spécialement à Grenoble c'est particulier puisque c'est la première fois au monde où on va poser une balustrade full LED sur toute la balustrade. Donc on intègre des panneaux vidéo sur tout l'ensemble de la patinoire, ce qui demande une mise en œuvre vraiment spécifique et particulière avec des équipes techniques spécifiques. Le tout pour permettre de scénariser les différentes phases de la compétition. Un challenge pour les techniciens qui se sont aussi chargés du recouvrement de la petite piste afin de gagner en place. Et toute la petite piste est consacrée aux médias. Donc on a un centre de presse qui va accueillir à peu près 150 journalistes. On a une salle de presse, salle de conférence de presse. Et puis on a toutes les zones mixtes, les zones d'interview qui sont assez conséquentes. Une dalle isolante a donc été installée sur la glace, de quoi rester dans l'endroit sans avoir trop froid. Même si le montage avance bien, le directeur se dit soucieux des modifications de dernière minute. Et pendant que je vous regarde, je vois les techniciens derrière qui changent une estrade pour des télévisions. Et ça fait à peu près 5 fois qu'ils la changent et ils viennent de l'agrandir. Donc on a eu beau préparer, anticiper. On est en train de faire des changements live et je vous avoue que c'est pas de tout repos. Les quelques jours restants avant le début de la compétition permettront aux organisateurs de finir l'installation des panneaux LED et de remonter légèrement la glace afin d'offrir les meilleures conditions de glisse aux patineurs venus du nord de l'Europe, du Canada ou encore du Japon. Et des télévisions du monde entier vont couvrir cet événement que vous pourrez suivre en France en direct sur l'antenne d'Eurosport. Les compétitions vont se dérouler de jeudi à dimanche. Et puis Gwenaëlle Nouri, la présidente de la Fédération française de patinage, sera l'invitée de ce JT demain mercredi.
Alors peut-être que les nombreux spectateurs et journalistes attendus sur cet événement international auront le temps pendant le week-end de faire un peu de tourisme dans notre agglomération et de visiter, pourquoi pas, la nouvelle exposition du musée de l'ancien évêché à Grenoble que nous présente ce soir Maxime Sonnen. À l'assaut des châteaux forts, le musée départemental de l'ancien évêché a inauguré sa toute dernière exposition qui revient sur 50 années de travail et de recherche archéologique sur le Moyen-Âge dans le territoire de l'Isère. L'objectif est de démonter les préjugés sur cette période de notre histoire et de mettre en avant les plus de 800 fortifications, mottes, maisons fortes et châteaux de pierre isérois. L'assaut des châteaux forts, les châteaux forts. Donc l'exposition là, elle est là justement au vu des recherches des archéologues de rectifier un peu cette histoire, en tout cas de la nuancer. Alors, il y a plein de choses qui sont dites sur les châteaux forts qui sont fausses en fait. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir que tout le monde puisse vérifier s'il a un château donc dans sa commune. C'est important de pouvoir partager nos connaissances. Aux côtés des maquettes, des armes et des écrans interactifs, une base de données cataloguant tous ces sites et leurs informations est accessible depuis le musée. Certains connus comme les châteaux de Bressieux et de Beauvoir en Royan, mais également beaucoup d'invisibles dont on ne sait parfois pas grand-chose. On a beaucoup de sites qui ont disparu et qui nous laissent 3 bouts de mur sur une colline, quoi. Donc c'est une autre approche qu'il faut avoir. Mais il faut accepter qu'il est important de se pencher sur tous ces sites, un par un, et que chacun est unique et a quelque chose d'unique à nous dire. Anne Clavier est la preuve vivante que des sites majeurs sont encore cachés et n'attendent que d'être déterrés. En 1991, elle avait découvert le châtel de Tess, un joyau archéologique recouvert de fresques, alors considéré comme une grange à l'abandon. Comme il était à l'abandon, je me suis sans autorisation permis de rentrer dedans et je suis tombée sur ce décor peint dont j'ai tout de suite compris que c'était vraiment quelque chose d'absolument unique, quoi. D'un point de vue ornemental, c'était magnifique. Avec des gens qui ont dit, mais on n'arrive pas à croire qu'on découvre encore des choses comme ça aujourd'hui, quoi. L'histoire de ce châtel et de sa découverte est retracée à travers une expérience immersive dans l'exposition. De quoi s'en mettre plein les mirettes pendant que les archéologues retournent creuser pour encore plus de belles surprises. Voilà, et comme pour tous les musées départementaux, l'entrée du musée de l'ancien évêché est gratuite. L'expo restera en place jusqu'en septembre 2025. Ce coin de l'Isère était lui aussi habité bien avant le Moyen-Âge, mais depuis les crues historiques du Vénéon fin juin, qui ont détruit le hameau de la Bérarde et gravement endommagé la route départementale 530, l'accès à cette vallée touristique de l'Oisans était interdit. Seuls les riverains pouvaient se déplacer. Le département de l'Isère vient d'annoncer la réouverture de la circulation pour tous sur une portion de la route jusqu'au village de Vénosque. La réouverture jusqu'à Saint-Christophe-en-Oisans devrait être effective d'ici la fin du mois de décembre. Le département a engagé 16 millions d'euros pour remettre en état cette petite route de montagne, soit 10% de son budget annuel routier. Alors c'est une vallée que vous connaissez bien, Fabrice Boutet, puisqu'elle dessert aussi un peu la station des Deux Alpes que vous dirigez. Il est clair que la Bérarde, pour nous, ça fait partie de notre patrimoine de l'Oisans, ça fait partie de notre patrimoine de nos montagnes, et que quand il y a eu cette catastrophe, on a tous été touchés, parce que beaucoup de nos collaborateurs aussi sont de la Bérarde, donc, et puis certains travaillent à la Bérarde, donc ils sont revenus dans nos effectifs, parce qu'il a fallu trouver des débouchés pour eux et retrouver une animation économique aussi pour ce petit coin de montagne. Alors, vous êtes le directeur général de Satac Group, qui gère les 2 plus grandes stations iséroises, les Deux Alpes et l'Alpe d'Huez. 2 stations qui ont été les premières à ouvrir leurs pistes et accueillir des skieurs ce week-end. Comment ça s'est passé, cette ouverture ? L'ouverture s'est très très bien passée. On avait ouvert à peu près 30% de nos domaines, et surtout les domaines d'altitude. La neige était excellente en altitude, donc ça a été plutôt une bonne fréquentation, plutôt fluide, plutôt bienveillante, et plutôt dans le bon enfant en termes de ski. Bon, on voit les images, là, la météo était avec vous aussi, pour démarrer la saison. Voilà, pour une fois, on a cumulé la neige et le soleil dès l'ouverture, parce que l'année dernière, on avait eu plutôt des conditions assez compliquées. Là, effectivement, on a eu une bonne neige, quelque chose d'assez sympathique. Oui. Sur ce domaine d'altitude des Deux Alpes, on va skier non-stop pendant 6 mois, pratiquement jusqu'au début du mois de juillet. Exactement, on va fermer le 6 juillet, puisqu'on va passer d'une saison d'hiver qui va se finir aux alentours du 4 mai, et ensuite on va passer
passer sur une saison d'altitude, vraiment sur du ski d'altitude, qui va nous permettre d'aller tranquillement jusqu'au 7 juillet, où le grand public est le bienvenu, évidemment, ainsi que les ski clubs, ainsi que les équipes nationales et internationales. En tant que patron des deux Alpes et de l'Alpe d'Huez, les deux stations vont en même temps. Vous étiez où à 9h au moment de l'ouverture? Alors à 7h, j'étais aux Deux Alpes parce qu'on avait un petit événement dont on parlera plus tard. Et puis à 11h, j'étais de retour à l'Alpe d'Huez puisque là aussi, on avait un événement, puisqu'on a aussi eu des nouveautés qui se sont ouvertes ce jour-là. Donc c'est un petit peu, essayer d'être entre les deux et être présent quand même sur les deux. Bon, les deux stations ne sont pas très éloignées, donc on peut effectivement les rejoindre dans la matinée. Vous évoquez les deux Alpes, c'est effectivement une saison particulière pour la station, puisqu'il y a une nouvelle remontée mécanique qui permet d'accéder à ce glacier qu'on a vu sur ces images d'ouverture. Et ça va préfigurer, on va dire, un peu une nouvelle histoire, en tout cas une nouvelle page de l'histoire de la station qui s'ouvre. Alors pour nous, j'espère que ça sera bien pris, mais pour nous, c'est vraiment faire rentrer les deux Alpes dans le monde du 21e siècle, des grandes stations qui aujourd'hui sont équipées digne de ce nom et redonner ses lettres de noblesse. Effectivement, c'est l'arrivée du nouveau Gendry, le Gendry, qui est une technologie qu'on appelle le 3S. On a ouvert le deuxième tronçon le 30, et puis on ouvre samedi le premier tronçon, ce qui fait que là, on aura complètement la vision complète de cette machine qui nous permet d'arriver en 17 minutes en haut de notre glacier et puis de pouvoir profiter de ce ski d'altitude. C'est un des plus gros investissements de ces dernières années dans les stations de ski des Alpes françaises. Je crois que l'investissement du 3S, donc le Gendry, représente 30% de tous les investissements nationaux. Puisque c'est un investissement de 148 millions. Donc effectivement, c'est conséquent. Mais au-delà de ça, c'est une prouesse technologique, c'est une prouesse technique, c'est une prouesse de confort. Et puis, c'est une prouesse de la montagne française réalisée par des entreprises de la montagne française. Donc ça fait vraiment plaisir aussi de pouvoir se le dire 2 minutes, quoi. Vous évoquez le gain de temps, 17 minutes au lieu de 40. Pour ceux qui connaissent les deux Alpes, ils vont vite se rendre compte. Ça va à quelle vitesse une remontée mécanique comme ça? Eh bien, celle-ci monte à 8 mètres secondes. Et en plus, la particularité mondiale, puisque ça n'est jamais arrivé, c'est qu'elle rentre dans la gare à 8 mètres secondes. Et donc là, tout le freinage s'opère tranquillement à l'intérieur, à l'intérieur des gares. Donc c'est vraiment une non-perte de temps permanente pour donner le plus de ski possible. Bon. Vous évoquiez les entreprises françaises qui ont participé à ce chantier, je dirais même des entreprises iséroises, puisque le principal constructeur de cette remontée, c'est le groupe Poma, qui est installé dans la banlieue grenobloise. C'est exactement, on a fait le choix du groupe Poma avec l'ensemble de ses filiales. Et donc, ça a été un très bon choix parce que malgré un certain nombre de sujets qu'il a fallu traiter au fur et à mesure, on a vu ce que c'était qu'une entreprise française, une entreprise du cru qui connaît la montagne et qui est prête à accompagner le succès et à dire, à nous accompagner, à dire, de toute façon, il n'y aura pas de retard. On ouvre le 30, c'est le 30 et on a ouvert le 30. Bon. Donc, ça a été vraiment une belle victoire. Ils ont tenu les délais. C'était quand même un chantier au long cours. Je crois qu'il y a eu plus de 2 ans de travaux pour aménager cette remontée mécanique qu'on voit là sur ces images, qui fait plusieurs kilomètres de long. Alors c'est 6,2 km de montée, c'est 4 gares, donc 4 gares en altitude, donc là aussi c'est une prouesse technique. Et puis c'est la co-construction avec Poma et beaucoup d'entreprises de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, et en disant on a beau être une maîtrise d'ouvrage, on ne sait pas tout. Donc avec les architectes, les bureaux d'études, il y a eu une co-construction avec les entreprises, et en fait c'est une réussite humaine et une réussite d'entreprises qui sont de temps en temps complètement concurrentes, et qui là se sont alliés les unes aux autres pour arriver à nous faire découvrir cette nouvelle machine le 30 novembre. Bon, on voit sur ces images la chute des pylônes de l'ancien Gendry, le Gendry Express, que j'imagine de nombreux skieurs ont pris pendant des décennies. Il fallait être sûr de son coup. Quand on fait tomber les pylônes, il faut être sûr que la remontée sera à l'heure. C'était clair que la prise de risque fait partie de notre métier, fait partie de mon métier évidemment. Eh bien, c'est oui, l'alarme à l'œil. 40 ans plus tard, les pylônes tombent. Et ce qui est étonnant, c'est que la personne qui avait construit ce Gendry a pu couper le câble du Gendry. Donc, ça a été assez magique de dire que cette personne a commencé et a fini. Et j'ai beaucoup de mes équipes, dont notre directeur des projets, Thierry Hugues, qui, lui, a été à l'origine de ce projet. Et là, aujourd'hui, il voit le deuxième et il me dit toujours, je ne reviens pas, parce que la phrase qu'il avait dite, c'est « j'ai construit celui-là, je ne verrai pas le prochain ». Eh bien, si. On ne verra peut-être pas le suivant, par contre, parce que là, c'est une installation qui est partie pour durer. Il y a une phase importante dans un chantier comme ça, c'est l'acheminement et le tirage du câble. Vous parliez de la taille de cette remontée, 6 km, on déplace le câble d'un seul bloc.
Alors, on déplace les 3 câbles d'un seul bloc. Effectivement, c'est sur 2 camions qui se suivent et qui nous permettent de prendre les virages, de passer les ponts, parce que les ponts supportent un certain poids. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on déroule le câble et on réenroule le câble derrière sur ces 2 camions pour équilibrer le poids et nous permettre de prendre les virages. Et là, vous voyez l'arrivée des camions et surtout du gros transport derrière, puisque c'est 70 tonnes à chaque fois qui se déplacent, donc ça représente quand même un certain poids, une certaine technologie et une certaine attention. Je crois qu'il a fallu 2 mois pour tirer le câble sur la ligne. 2 et 3 mois pour tirer le câble, et là on le voit, c'est une succession de savoir-faire qui se mettent en place pour tirer le câble. C'est un peu comme le fil d'une aiguille, on a un tout petit câble, puis un plus gros, et puis arrive le vrai câble, et on commence à le tirer complètement sur l'ensemble du domaine, et après c'est 3 mois de tests, de travail, d'usure et de tension du câble. Ouais. Bon, l'intégralité de la remontée mécanique sera donc ouverte dès ce week-end, les 6 km du bas jusqu'en haut. Il y a une inauguration officielle, je crois, prévue au mois de janvier. Le 17 janvier, on inaugure officiellement le Gendry dans sa complétude, et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On attend tout le public, tous les gens qui veulent venir voir un peu cette machine, mais tout au long de cette saison, bien, elle est à disposition, donc il ne faut surtout pas se gêner de venir nous rencontrer et nous rejoindre sur cette merveilleuse machine. Bon, je crois qu'après, c'est l'Alpe d'Huez dans les années à venir qui va restructurer aussi son axe principal. Et oui, on a déjà commencé la restructuration de ce qu'on appelait le DMC, qui devient le télécabine du Pic Blanc. La gare G1, la première gare a été refaite, toutes les cabines ont été changées, tout ce qui était électrique, câble et tout a déjà été changé les 2 dernières années, et on a tout un plan qui s'appelle Altitude 3300 où 5 nouveaux télécabines vont venir remplacer un certain nombre de nos remontées actuelles pour permettre 2 choses essentiellement: le lien entre les différents points de nos stations, que ce soit Auxerre, que ce soit Voujany, que ce soit Villars, que ce soit Oris et que ce soit évidemment Huez. Donc il va y avoir un lien avec des connexions entre toutes les gares, les nouvelles gares, et ça c'est important. Ça veut dire que le ski, le piéton, le vélo, les personnes qui veulent juste se promener pourront se promener de station en station sans avoir une problématique de changement d'outil. Alors il y a une station que vous gérez également qui est moins connue que l'Alpe d'Huez et les 2 Alpes, même si on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est l'Alpe du Grand Serre. En septembre, les élus de la Métésine, propriétaires de la station, avaient voté sa fermeture définitive avant de revenir sur leur décision quelques jours plus tard et d'offrir une dernière saison d'exploitation à ce domaine skiable qui existe depuis plus de 80 ans. Donc c'est votre société, Sata Group, qui va gérer cette dernière saison. J'imagine que c'est un peu particulier. Alors c'est pas une dernière saison, ça c'est vraiment ce qui est important de se dire, c'est que c'est une régie intéressée. On a signé pour 2 ans avec la capacité de résilier au bout d'1 an. Mais en fait, l'objectif, si on y a été parce qu'il y a des familles, il y a 170 familles, il y a 17 agriculteurs, il y a toute une économie autour. C'est un poumon de respiration aux portes de Grenoble. Et puis, on estime que c'est vraiment le laboratoire de la montagne de moyenne altitude de demain. Donc, on y va avec plein de convictions, et que si une nouvelle délégation de service public se relance, SATA sera présent. Et on se dit qu'en étant 1 an dans vraiment la notion d'exploitation, on aura beaucoup plus de connaissances pour se donner les meilleurs moyens possibles de faire la proposition d'un très beau projet. Donc c'est peut-être pas complètement fini le ski à l'Alpe du Grand Serre. On n'y va vraiment pas pour que ce soit fini au mois de septembre. Bon, voilà une bonne info pour tous ceux qui sont fans de cette station aux portes de Grenoble, qui offre une alternative à celle de Loisan, qui sont un petit peu plus loin en termes d'accès. En attendant, pour finir, l'Alpe d'Huez doit démarrer sa saison événementielle avec la Coupe du Monde de ski de boss. On sait qu'il y a peu de neige en ce moment dans les Alpes. Comment ça se présente ? C'est prévu normalement à la mi-décembre ? Ça va se décider ce soir. Aujourd'hui, toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire une belle compétition. Donc, effectivement, on est plutôt en train de se poser la question de se dire vaut mieux ne pas faire que mal faire, parce que on n'a pas toutes les conditions de neige. Et puis, la météo est tellement changeante qu'on a du mal à appréhender cette capacité à avoir la bonne neige qui va arriver au bon moment. Les 3 dernières années, la neige allait tomber quelques heures avant l'ouverture. On a pu préparer. Là, aujourd'hui, c'est un peu repoussé. Donc, peut-être qu'on aura beaucoup de neige, mais qu'on n'aura pas le temps de préparer. Donc, c'est véritablement une décision qui va se prendre là dans les minutes et dans les heures qui suivent. Là. Non, plutôt négativement pour l'instant. Pour l'instant, pour nous, on ne voit pas trop comment les choses peuvent se passer, oui. Merci en tout cas Fabrice Boutet d'être venu sur le JT de Grenoble, nous donner un avant-goût de cette saison en Oisan qui s'annonce sous de bons auspices. Puis on va voir dans un instant avec notre bulletin météo si la neige est attendue sur nos montagnes dans les prochains jours. Merci à vous, bonne soirée.